Bonjour à tous, donc Jenny Faucheux, enseignant-chercheur. Moi, personnellement, voilà, je ne travaille pas la matière, les objets. En revanche, je regarde beaucoup le matériau, donc ma spécialité, c'est l'ingénierie des matériaux. Et en particulier, j'ai une facette de ma recherche qui est consacrée à la perception, en particulier visuelle, de traitements de surface un peu exotiques. Donc c'est ça que je vais essayer de partager avec vous ce matin. Donc d'abord, je vais vous montrer quelques objets. Donc celle-ci, qui est assez sexy. Donc c'est une charnière rouillée. Donc voilà, un deuxième objet. Donc là, c'est un bronze en extérieur, avec couleur vert de gris, que je pense que vous visualisez bien. Un troisième objet, peut-être un peu moins connu, c'est une œuvre qui a été produite par Pietro Pedeferi, qui était chercheur au Politecnico de Milan et qui a développé en fait toute une palette de couleurs sur du titane et qui a produit du coup en marge de ses recherches une série de tableaux qu'il a appelés Titaniochromia. Et en fait, je vais parler de ces trois objets. Donc ces trois objets, c'est trois usages différents, trois objets. Un point commun. Quel point commun? Non, ça vous inspire? Dans les trois cas, on a un métal oxydé en fait. Donc la charnière rouillée, on a de l'acier qui est rouillé, ça vous connaissez peut-être, oxyde de fer. On a la patine du bronze, le vert de gris qui est aussi un oxyde de cuivre. Et enfin le titane oxydé qui est la formation sur la surface d'oxyde de titane. Et en fait, ce qui diffère énormément quand je vous ai montré ces trois objets, c'est la perception que vous avez eue. Dans un cas, vous avez considéré que c'était une dégradation. Dans un autre cas, vous avez considéré que c'était une patine. Et dans un troisième cas, c'est l'oxydation et le cœur même de la palette qui a été utilisée par la personne qui a produit le tableau. Et en fait, ce petit slide, il présente un peu le cœur de ma recherche. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis scientifique et je m'intéresse au traitement de surface des matériaux, donc cœur de la matière, et à la fois, j'ai envie de m'intéresser aussi à la perception, à comment ces objets, même ces traitements de surface, sont perçus par les gens en interaction avec ces objets. Donc du coup, ce qu'on fait en sciences des matériaux, on va regarder la matière de plus près. Et donc là, je vais vous montrer une série d'images de microscopie. Donc je vous laisse regarder quand même l'échelle qui est présentée à chaque fois. J'ai essayé de les mettre à chaque fois. Donc sur l'image de microscopie, vous voyez que la rouille, en fait, elle est poudreuse, elle est pulvérulente. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est une dégradation. C'est que la matière fer va se transformer en une poudre et du coup, ça va dégrader l'objet. Et le phénomène physique, le fait pourquoi ça devient rouge, c'est qu'en fait, on a exactement les mêmes phénomènes que pour un pigment. On a un objet, la rouille, qui vient absorber toutes les longueurs d'onde du visible, hormis le rouge. Et du coup, ça renvoie le rouge de l'autre côté et on perçoit la rouille comme étant rouge. Donc ça, c'est le phénomène qui est à l'origine de l'observation de ce changement de couleur de la surface. Si on regarde maintenant l'objet, le bronze, vert. Si on regarde la surface, on n'a plus cet objet. Là, c'est une coupe en tranche. Vous avez en bas, en jaune, le bronze. Et en plus sombre, ici, la couche d'oxyde, en fait. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'on a bien une couche. Donc, en fait, le vert de gris, il ne vient pas dégrader la surface, il vient former une couche sur la surface qui ne va pas venir être pulvérulente, se détacher. Donc, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser comme étant une patine. Et si on observe le phénomène, pourquoi c'est coloré, de la même manière, le vert de gris, il est chromophore, c'est un pigment, il vient absorber certaines parties de la longueur d'onde du visible et réfléchir une autre partie. Et dans ce cas-là, on obtient quelque chose qui est plutôt vert. Si on passe maintenant au troisième objet que j'ai présenté, qui est l'oxyde de titane, cette fois, si on regarde, on n'est plus du tout aux mêmes échelles. Si vous regardez la couche, donc la couche du bas, la partie grise du bas, c'est le titane métallique. Vous voyez qu'au-dessus, il y a une petite couche qui s'est formée, c'est la couche d'oxyde de titane. Cette fois, l'échelle est inférieure à l'ordre du micron. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les longueurs d'onde du visible, c'est 400 à 800 nanomètres, donc c'est juste en dessous du micron.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que la couche d'oxyde de titane qu'on forme dans ce cas-là, elle est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde du visible, et du coup, elle vient jouer avec la matière, avec des phénomènes qu'on appelle les phénomènes d'interférence, donc les mêmes phénomènes que vous observez quand vous observez les reflets sur les bulles de savon. Donc du coup, là, le phénomène, il est plus chimique, c'est plus le phénomène du pigment, de l'absorption de longueur d'onde du visible, c'est bien une interaction géométrique des faisceaux lumineux qui vient créer la lumière. Et en fait, pour pousser plus loin encore, on peut imaginer des interactions plus complexes. Donc, on va essayer de regarder ça ensemble. Donc là, je vous ai montré un peu je suis partie de 3 objets. J'ai montré les propriétés, les microstructures, et j'ai un peu essayé de donner des éléments de compréhension du pourquoi de la couleur. Maintenant, on peut aller venir jouer sur les procédés pour essayer de savoir si on peut produire encore des couleurs plus exotiques. Et c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. Donc du coup, on reprend. Couleur chimique, c'est un pigment, ça absorbe une partie de la lumière, ça renvoie une autre partie, c'est la couleur des fruits et légumes, des feutres de vos enfants. C'est une façon classique de produire de la lumière. Les couleurs structurales, c'est les couleurs qu'on obtient par interaction géométrique des longueurs d'onde du visible. Là, c'était par une couche mince, simple, l'oxyde de titane, et on peut aller jouer de manière plus complexe, avec des structures plus complexes, mais toujours avec ces ordres de taille. Donc là, j'ai donné 2 exemples issus de la nature. Vous avez l'exemple d'un papillon. Donc, vous avez le papillon et juste à côté, vous avez la structure un peu en fougère. Et si vous regardez l'ordre de taille, on est de la même manière, légèrement en dessous du micromètre, donc dans l'ordre de grandeur des longueurs d'onde du visible. On vient jouer avec la lumière de manière géométrique, et ça permet d'obtenir, on arrive à obtenir du coup des couleurs dites structurales. La particularité des couleurs structurales, c'est que pour un angle donné, on obtient une couleur, pour un autre angle, on peut obtenir une autre couleur, puisque le faisceau lumineux ne va pas traverser la même quantité de matière, donc ne va pas se décaler l'une par rapport à l'autre de la même manière. La distance parcourue va être différente, donc la couleur au global risque d'être différente. Donc du coup, il y a même parfois des positions, des angles pour lesquels on n'a aucune couleur. Donc on arrive avec un système qui va être qui va varier énormément de couleurs selon les angles et qui va jouer énormément avec la lumière. Donc c'est le cas aussi dans les opales. Et les opales, la structure est obtenue par un empilement très très régulier de toutes petites sphères, de la même manière, l'ordre de grandeur inférieur au micromètre. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est cette idée de distance caractéristique. Donc on peut obtenir ces structures, l'homme peut fabriquer ces structures, donc avec des technologies plutôt très avancées. Donc là j'ai donné 2 exemples. On a des voies laser. Donc, ce qu'on appelle par stéréolithographie ou polymérisation à 2 photons, on arrive à fabriquer ce genre de structure. Là, on a par exemple des structures dites tas d'allumettes. Donc, c'est des allumettes qu'on empile dans 2 directions différentes et qui forment des tas d'allumettes. Ou par voie chimique, par empilement, par sédimentation colloïdale de toutes petites sphères. Et ou par infiltration. Donc, l'image de gauche, c'est l'empilement des sphères. Ensuite, on imagine qu'on vient infiltrer un autre matériau. Et on vient ensuite calciner les sphères, et finalement, il nous reste le négatif du matériau infiltré, c'est l'image de droite. Voilà. Donc ça, c'est des méthodes de laboratoire, on est bien d'accord. On arrive à fabriquer peut-être quelques microns carrés de matière. C'est pas énorme. Donc l'idée, si on veut fabriquer un objet, c'est de partir sur des technos qui sont peut-être un peu plus matures, un peu plus grande surface, qui permettrait de traiter une plus grande surface. Donc on s'est amusé, oui, je pense qu'on peut dire qu'on s'est amusé, à détourner un procédé mature. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était fabriquer des couleurs, hein, on est bien d'accord. Et on a utilisé une méthode électrochimique assez classique d'anodisation. Donc dans ce cas-là, on place une anode, donc là, anodisation de l'aluminium, une anode sur laquelle une réaction chimique va se produire et va former le fameux oxyde qui nous intéresse, une cathode qui sert juste de cathode pour le système, d'un bain d'acide, d'un contrôle de température et d'un moyen de mélanger tout ça, donc là, par air comprimé. Et finalement, on a un équilibre entre la dissolution de l'aluminium et la croissance de l'alumine.
Donc ça, c'est le petit réacteur qu'on utilise au laboratoire. Voilà, c'est gros comme ça, c'est pas énorme. Si vous allez dans des petites entreprises qui font de l'anodisation, c'est plutôt des cuves de plusieurs mètres cubes et qui permettent de produire. Donc c'est un procédé complètement mature. Le but, c'était vraiment d'aller explorer cette techno pour fabriquer des cristaux photoniques. Donc du coup, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, l'idée c'est qu'on part d'une pièce d'aluminium, on vient oxyder la surface de manière contrôlée, et si on la regarde au microscope, vue de dessus, on observe en fait des structures assez régulières et avec un trou au milieu. Donc tous les points noirs, ce sont des petits trous, et vous regardez la distance, elle est vraiment très très petite pour le coup par rapport à la longueur d'onde du visible. Si on le regarde de côté, on se rend compte que c'est bien des trous qui vont jusqu'à la surface de l'aluminium. Et vu les tailles, elles sont trop petites pour venir jouer avec la lumière. Donc finalement, on obtient un éclat qui est métallique, classique, d'aluminium. Et c'est une techno dont je vous parlais, donc, qui est mature, et en fait, elle est utilisée pour fabriquer toutes sortes d'objets colorés. Et en fait, c'est utilisé comment dire, on vient en fait remplir les trous de colorants ou de pigments pour fabriquer, vous les avez sûrement déjà vus, des clés de toutes les couleurs, etc. Donc en fait, ça, c'est utilisé comme juste des petites poches pour pouvoir venir accueillir le pigment. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était des structures, si on venait jouer avec les ordres de taille, on pourrait venir fabriquer des ordres de taille de l'ordre du micron qui viendraient jouer avec la lumière. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fabriqué des objets un peu plus gros. Donc là, vous voyez, l'échelle est un peu plus grande. On est plus dans l'ordre de grandeur dont je vous parlais, qui est de l'ordre du micron. Sur la tranche, on a obtenu quelque chose d'un peu moins régulier, qui rappelle un peu plus ce qu'on a vu, les fougères des ailes de papillon. On a des défauts qui sont structuraux, un peu dispersés dans la couche d'oxyde. Et si on regarde ensuite les couleurs obtenues, on observe qu'on arrive à avoir des effets colorés. Donc on a soit des objets très mat en lumière hors spéculaire, enfin hors reflet miroir. Et si on vient chercher le reflet miroir, on arrive à obtenir des effets qui sont colorés. Et donc mon travail là, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que chercheur, c'est d'essayer d'aller comprendre et de vérifier que ce qu'on a fabriqué, ça respecte bien des phénomènes physiques que je suis capable de comprendre, d'expliquer, de modéliser. Donc là, je vais vous présenter quand même un peu la démarche du travail qu'on fait, parce que on fabrique ces objets exotiques, c'est aussi après pour mieux comprendre comment ça vient jouer avec la lumière. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, nos matériaux modèles. Donc on crée des matériaux modèles pour venir comprendre des phénomènes. Donc avec mon matériau modèle que je viens de créer, j'ai observé une certaine couleur, elle est un peu orangée, vous la voyez, oui. Vous la voyez aussi orangée, c'est bien. Donc ensuite, je viens la mesurer la couleur, la placer sur un diagramme de chromaticité, donc avoir une couleur un peu définie avec des paramètres normalisés. Dans un autre contexte, je viens ensuite choisir une surface élémentaire, une surface représentative du matériau. Je cherche à la modéliser. Ce modèle, donc vous voyez que j'ai transformé en gros dans le modèle les trous qui n'étaient pas vraiment ronds, je les ai transformés en parfait disque d'un matériau. Et ce matériau, il est complètement répété dans toutes les directions. Donc c'est mon matériau modèle qui sera, lui, numérique et qui me sert comme donnée d'entrée pour mes modélisations de couleurs. Donc ensuite, je calcule. L'ordinateur calcule, et finalement, j'essaye de recalculer les couleurs théoriques que devrait rendre ce matériau-là. Et je vérifie que ça tombe pas trop loin de ce que j'ai mesuré. Donc là, c'est pas trop mal, je suis plutôt contente. Donc en fait, on tombe bien sur du orange, on n'arrive pas à modéliser en fait la même pureté de couleur que le matériau réel, mais en revanche, on arrive à bien rendre la teinte de la couleur obtenue. Voilà. Donc ça, c'est la démarche assez traditionnelle qu'on utilise en sciences des matériaux pour comprendre les phénomènes liés aux observations d'un matériau. Donc toujours dans cette famille de matériaux exotiques, on est allé aussi texturer la surface de l'aluminium, toujours par anodisation, en venant décaper la couche
la couche d'oxyde, on arrive à obtenir des petites cupules en surface. Et là, si vous regardez aussi l'échelle de taille, on est sur des toutes petites cupules. Donc si vous imaginez, si vous connaissez les surfaces grenaillées, vous imaginez une surface grenaillée qui est vraiment réduite en taille. Et on obtient en fait nos petites cupules qui font en fait 300-400 nanomètres de diamètre. Donc toutes petites. Et donc juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, quand on illumine cet objet-là dans une direction, si on le regarde dans l'hémisphère de réflexion directe, on a un aspect métallique assez classique, voilà, quasi incolore. Et quand on commence à le regarder dans l'hémisphère de rétroréflexion, là, on a d'un côté un nuancier Pantone et derrière, là où il y a la flèche, vous avez l'échantillon. On a un échantillon qui vient changer de couleur avec les angles et jouer comme ça avec la lumière selon la position qu'on a, la position relative qu'on a avec la source de lumière. Voilà. Donc du coup, je suis partie cette fois d'un procédé que j'ai estimé comme mature, simple à mettre en œuvre. J'en produis des objets avec des microstructures particulières, des microstructures qui m'intéressent parce que j'intuite qu'elles vont venir jouer avec la lumière du type des phénomènes de cristaux photoniques. Je les caractérise du coup microstructuralement, puis je cherche à les caractériser, puis je cherche ensuite à comprendre les phénomènes, donc à les modéliser. Et finalement, j'arrive au lien classique qu'on a en sciences des matériaux, lien, relation, microstructure, propriété, modélisation. Et bien s'ajouter, moi, là où ça sort de mon champ, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Voilà. Donc, en fait, je vais quand même vous en dire quelques mots. Donc oui, on est bien d'accord, je suis plutôt en recherche fondamentale et ce qui m'intéresse, c'est la compréhension. Mais en fait, c'est énormément utilisé pour tout ce qui s'appelle les guides d'ondes. Donc un guide d'ondes, c'est un objet qui a pour moi forcément un peu rien à voir peut-être avec vos centres d'intérêt ici, mais typiquement, si vous vous imaginez la fibre optique, c'est un guide d'ondes, ça permet en fait de venir guider une onde, guider une information. Et le champ des cristaux photoniques, il est beaucoup utilisé pour ce type d'application aussi. C'est venir réussir à guider une onde dans de la matière, à l'intérieur de la matière, pour amener une information d'un point A à un point B dans n'importe quelle matière. Parce que la fibre optique, elle est dans un certain type de matière. Et voilà, donc le guide d'onde, il peut servir à ça. Et donc ça peut être intéressant de venir réussir à transporter une information, faire traverser la matière à une onde selon un chemin que nous choisissons. Parce que typiquement, à travers le cristal photonique, ça ne se propage pas, et hors du cristal photonique, ça se propage. Voilà. Et l'autre point que je n'ai pas du tout abordé, c'est le point perception. Et c'est aussi une question qui m'intéresse. Donc là, on en est au tout début de nos expérimentations par rapport à la perception de matière et d'objets chez nous, enfin, dans notre laboratoire, cette interface entre ingénierie des matériaux et perception des matériaux. Et en fait, la couleur, c'était une excuse incroyable pour venir titiller un peu ces questions-là, parce que la couleur, elle porte plein de sens. Et là, je vous donne juste des morceaux choisis. Donc, on a toujours eu une association entre sens et couleur, entre qualité et couleur. Ça a été exploité dans le marketing, exploité dans énormément de champs en communication. Donc là, par exemple, on a cette proposition des choix de logos en fonction des couleurs. Ici, on a une proposition de roue de Goethe, donc 1809, c'est pas non plus tout récent, où il a essayé d'associer aussi des qualités particulières aux couleurs. Et là, on a un designer qui a travaillé en fait sur la signification des couleurs dans les différentes cultures et en observant en fait que chaque couleur n'a pas le même sens dans les différentes cultures. Donc, d'une part, les couleurs sont associées à un sens. D'autre part, la perception des couleurs, c'est un processus complexe. Je ne sais pas si vous connaissez cette illusion d'optique. Donc là, on demande de regarder ces deux cubes. Donc avec les deux petits cubes ensuite d'un côté qui est perçu bleu, j'imagine, on est d'accord, celui de gauche. Celui où il y a la petite flèche, il est perçu bleu. Et celui de droite... c'est bon. Celui de droite, il est perçu rouge.
Jusque-là, on est d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il a été un peu trompé par l'environnement, par le contexte de l'image. Et en fait, ces deux cubes, si on vient les rapprocher, les amener l'un à côté de l'autre, ils sont en fait tous les deux gris. Et c'est le fond qui vous pousse à dire que l'un est rouge et l'autre est bleu. Donc en fait, deux choses. On a cette contrainte, ce sens culturel qu'a la couleur, et on a le fait que de toute façon, notre cerveau, par rapport à la couleur, il vient tout le temps contextualiser et nous tromper. Donc du coup, parler de couleur intrinsèque d'un matériau, c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué. Du coup, on a voulu essayer de développer un dispositif qui permettait de mettre nos matériaux en interaction avec des humains, ce qu'on ne fait pas forcément en fait. Donc du coup, on a développé cette petite table. C'est une table avec un support qui est translucide et qui permet en fait de mettre les gens en interaction avec les objets et de leur demander de classer les matériaux. Pour ceux qui sont dans... Je ne sais pas, qui connaissent un peu l'évaluation sensorielle, c'est ce qu'on appelle le projective mapping. C'est-à-dire que le cerveau humain, nous, on est assez enclin à mettre proche des objets qu'on perçoit proches. C'est un exercice qu'on fait spontanément. On vient rapprocher les choses qu'on perçoit proches et on est assez facilement enclin à venir mettre éloigné des objets qu'on perçoit comme différents. Donc du coup, on propose aux testeurs de venir... faire ça, ce travail-là. On lui met une dizaine d'échantillons sur la table et on lui dit ok, si vous les percevez proches, vous les mettez proches sur la table. Si vous les percevez éloignés, vous les placez éloignés sur la table. Ça permet rapidement d'avoir une perception des objets. Et ensuite, on lui demande de donner des descripteurs, de verbaliser cette perception, de nous donner des termes qui semblent adéquats pour chaque groupe qu'il a formé. Donc après, bien sûr, il y a de la collecte. Hein. En fait, sous la table, il y a une prise d'image en temps réel des objets et des termes qui sont fournis. Et finalement, on a un traitement statistique ensuite qui est produit et qui permet d'associer des surfaces, des textures de matériaux à des perceptions. Et ça permet aussi de voir du coup qu'il y a certains objets qui, du point de vue purement caractérisation physique, étaient très différents, mais qui finalement, perceptuellement, soit dans le noir, soit en tactile seul, soit en visuel, soit en visio-tactile, étaient perçus assez proches. Donc on a eu par exemple on avait travaillé sur des mousses métalliques qu'on avait laminées à des taux différents, et à un moment, au bout d'un certain taux de laminage, les perceptions étaient très proches d'une surface cirée, d'un matériau savonneux, de quelque chose de très doux et lisse, et ça correspondait en fait aux fréquences de perception. Enfin, ça révélait des choses qu'on n'aurait pas pu anticiper juste par une caractérisation physique simple des microstructures. Donc finalement, c'est ce nouvel outil, on va essayer de l'exploiter, de l'utiliser. Il est encore en début de test, on va dire, chez nous. Mais il est déjà très facile d'utilisation et assez amusant. C'est assez exotique chez nous d'avoir ce genre d'interaction. Donc je vais conclure. Donc voilà, donc là, ce slide pour conclure sur les questions que je me pose encore. Donc le contexte que j'ai installé au laboratoire, cette interface entre perception des matériaux et ingénierie des matériaux, et les questions que ça ouvre. Donc en fait, on veut d'un côté comprendre les perceptions de ces nouvelles couleurs, de ces couleurs complexes. C'est pas une couleur qui est unique, c'est bien une couleur qui est changeante. Et comment est-ce qu'on les perçoit? Comment on perçoit une intensité dans ce cas-là? Donc toutes ces questions-là, ça m'intéresse. Du coup, pour venir nourrir, moi, mes modèles de rendu visuel de couleurs et de matériaux, pourquoi pas avec une prise en compte des critères perceptifs. Il y a évidemment du développement de nouveaux procédés pour fabriquer des nouvelles microstructures. Ça, c'est mon cœur le cœur de mes travaux, développer des nouvelles technologies pour développer des nouvelles microstructures. On va aussi se poser la question de la place aussi de l'artisan dans ces nouvelles technologies. C'est un point qu'on essaye de traiter avec éventuellement une hybridation entre les gestes de l'artisan et les nouvelles technologies de fabrication. On se pose aussi la question évidemment des propriétés de ces microstructures nouvelles et pourquoi pas de l'utilisation de ces nouvelles surfaces, ces nouvelles couleurs dans des prototypes d'objets. Voilà. Je vais terminer.
Est-ce qu'on prend quelques questions? Oui. Oui, bonjour. Indépendamment de la magie de traitement de surface, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur la passivation des objets en argent, dans le sens que lorsqu'on a une cafetière oxydée, on peut toujours soit la tremper dans quelque chose, soit de la répolir. En revanche, lorsqu'on a des objets plus volumineux, je pense en particulier soit du mobilier, soit des lustres en argent massif, comment on peut le protéger ou comment on peut passiver la surface? Alors pour le coup, je ne suis pas une spécialiste. Je vous remercie. Alors moi, de ce que j'en sais, alors je ne sais pas si je suis la plus apte à répondre à cette question. La passivation, c'est un phénomène qui est spontané et qui est naturel. Donc non, vous ne pourrez pas lutter contre la passivation. C'est le contact de l'oxygène, à moins que vous le mettiez ça dans un environnement qui n'a pas d'oxygène. Voilà, l'argent, il va se passiver de toute façon. Enfin, non, je sais pas, sous couvert de spécialistes. Non, mais l'argent, pour le coup, il se passive, non? C'est normal. Oui. Ouais. Imaginons qu'un architecte, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas déjà qui vous ait approché, mais ça doit sans doute arriver, si on arrivait à le faire sur des grandes surfaces et qu'on avait une peau métallique, et si la personne dans la rue, le passant, au fur et à mesure où il marche, la peau métallique changerait de couleur. C'est ça. Oui, c'est dingue. Bonjour, oui, je suis content que vous ayez posé la question en premier, parce que c'était... Donc pour savoir si j'ai bien tout compris aussi, il n'y a aucun pigment rajouté après. Non, voilà, l'idée c'était de travailler sur les couleurs structurales. Donc, voilà. Oui. Et est-ce que vous avez fait des tests sur, par exemple, l'argent? Puisque comment... Ah, excusez-moi, non, mais attendez, je m'explique un peu plus, c'est-à-dire que sur l'orfèvrerie qu'on a vu avant, donc il y a des surfaces entières en argent et un procédé de ciselure peut venir faire une matière dessus et on joue sur les clairs et les mats. Ouais. Et donc avec vos procédés à vous, si vous arrivez à structurer une feuille d'argent, est-ce qu'on arrive au résultat que vous avez sur l'aluminium par exemple? Alors, pour le coup, ce que j'ai présenté, donc électrochimie, c'est l'aluminium et le titane qui fabriquent en fait, qui spontanément ont envie de fabriquer ce genre de structure d'anodisation, d'oxyde. En revanche, il y a d'autres technos pour traiter n'importe quel matériau, l'argent en particulier, ce sera possible, c'est par laser. Là, par laser, grande surface, sur Saint-Étienne, on est équipé. On vient tracer sur la surface ce qu'on appelle les ripples, des petites structures, pareil, qui viennent jouer avec la lumière. Mais ça, c'est tout matériau. Mais c'est une techno laser, c'est ultra long, en revanche. Merci. Parce que le seul résultat qu'on a en ciselure, par exemple, c'est noir ou blanc. Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire. Après, c'est des patines, des oxydes, des choses comme ça. Mais les techno-lasers, donc vraiment un peu comme la gravure laser, mais cette fois qui vient créer en fait des textures, c'est ce qu'on appelle avec les lasers femtosecondes, qui commencent un peu à se vulgariser. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, vulgariser, mais qui, disons, sont plus d'usage et permettent maintenant de traiter des surfaces un peu plus grandes qu'il y a 10 ans. On arrive à créer des petites structures qui viennent jouer bien avec la lumière. Oui. Vous appelez ça comment, laser? C'est les lasers femtosecondes. Ultra bref, ouais. Voilà. Ah. Est-ce qu'il y a déjà des applications de ces couleurs? Non. C'est uniquement expérimental? Là, oui, ce que je présente, c'est uniquement expérimental. Vous êtes les seuls à travailler là-dessus? Alors, c'est où? Pardon? Vous êtes la seule à travailler là-dessus ou d'autres laboratoires? Oh, sûrement pas la seule, non. En sciences, non, on n'est pas tout seul. Ok, merci beaucoup Jenny Faucheux. C'est passionnant.